Bonjour à vous toutes et tous. Je m'appelle Christy Piquicaro et c'est un énorme plaisir et honneur de me trouver ici. Donc, chères mesdames, chers messieurs, chers collègues, chers amis, bienvenue dans cette magnifique ville de Grenoble, nichée au pied des Alpes, riche en culture et en histoire. Je tiens à commencer par remercier le comité d'organisation pour cette journée exceptionnelle, Femmes, Matrimoine et Révolution, une nouvelle perspective. Merci au service de la ville de Grenoble, à la Maison internationale, au musée de Grenoble. Quelle salle, quel endroit vraiment fantastique. Ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien à cet événement si important. Je remercie tout particulièrement Monsieur Jérôme Soldeville, Madame Pascale Fréry, Monsieur Jean-Loup Kassler, le professeur Pierre Cernat et Madame Brigitte Dionnet pour leurs efforts remarquables de préparation et d'accueil. Merci également à la Commission internationale d'histoire de la Révolution française, à l'Institut d'histoire de la Révolution française, l'Institut d'histoire moderne et contemporaine et l'Institut universitaire de France. C'est un immense honneur d'ouvrir ce colloque qui célèbre le rôle des femmes dans l'histoire de la liberté, ainsi que l'importance de la ville de Grenoble, la deuxième capitale de la Révolution française, et en particulier les femmes de cette commune. Comme nous le voyons sur la belle plaque inaugurée par la ville. Oups, comment je fais pour changer Hop, c'est ici, attendez. Voilà. Cette très belle plaque, les gantières et les herbières furent à l'avant-garde lors de la Journée des Tuiles, le 7 juin 1788. Bien avant que les Françaises ne puissent se nommer citoyennes, ces femmes ont ouvert la voie pour la justice, les droits et leur vision de la liberté. La commémoration du matrimoine et de la centralité des femmes dans la Révolution française est à la fois un acte politique, éthique et scientifique. C'est avant tout une reconnaissance de la société telle qu'elle fut et telle qu'elle est. Un geste qui nous rappelle que l'histoire de la Révolution française et de ce pays ne doit pas être racontée uniquement à travers un récit reliant les actions et les paroles des soi-disant grands hommes. Cette vieille approche à la fois mythologisante et myope qui ignore l'agentivité des femmes dans les transformations économiques, sociales, politiques et culturelles n'a plus sa place en 2024. Lors de la Journée des Tuiles, en 1788, les femmes de Grenoble étaient pleinement conscientes des multiples dimensions de leur importance dans la société. Il ne nous appartient pas, en tant qu'historiens et historiennes, citoyens et citoyennes aujourd'hui, de l'oublier. Aujourd'hui, la commune de Grenoble veille à ce que la postérité célèbre non seulement le patrimoine, mais aussi le matrimoine du passé, pour aujourd'hui comme pour demain. Notre journée d'études sera riche en ouverture et en échanges sur une diversité d'histoires, de sources, de méthodes, de thèmes et de questions. Notre intention collective est d'explorer et de construire tout cela ensemble. En nous inspirant des gantières et herbières qui nous commémorons, nous invitons chacun et chacune à participer, à partager leurs connaissances et leurs questions et à s'engager pleinement dans cette journée célébratoire et historique. Le domaine de l'histoire n'appartient pas uniquement aux universitaires et autres scientifiques. C'est un processus et un héritage qui nous appartiennent à toutes et à tous. Dans les quelques minutes qui me sont accordées, j'ai l'honneur de vous présenter quelques analyses organisées en 3 thèmes. Tout d'abord, je vous parlerai de la Journée des Tuiles et des actions des femmes de Grenoble comme une histoire interconnectée, en soulignant que cet événement fut d'une importance non seulement locale, mais aussi nationale et impériale à son époque. Nous verrons que l'histoire de la Journée des Tuiles et son matrimoine ont ressurgi dans la conscience nationale 100 ans après, 100 ans plus tard, lorsque le mouvement des droits des femmes en France a connu un essor considérable. Ces explorations à travers l'espace et le temps ouvriront une réflexion sur l'archive et l'historiographie du matrimoine en métropole et en colonie à l'époque de l'esclavage, thème que j'aborderai dans un second temps. Je conclurai en abordant le thème de la résistance avant la Révolution,
pour les femmes à Grenoble, en France métropolitaine et dans les îles des Caraïbes, notamment dans l'Haïti colonial et révolutionnaire. Ces femmes, nos mères, ont longtemps poursuivi la lutte pour notre liberté. Libérez-nous. Donc, la journée des Tuiles et les femmes de Grenoble, une histoire interconnectée. La journée, et maintenant la fête des Tuiles, est une histoire clé de la pré-révolution. Vous pouvez consulter le site web de la ville de Grenoble pour en apprendre davantage. Et ici, vous n'avez pas été là peut-être. Moi, je n'ai pas pu être ici pour les célébrations de la semaine dernière qui étaient formidables d'après ce que j'ai pu comprendre. Je vais vous donner un très bref résumé de la journée des Tuiles du 7 juin 1788, qui fut une émeute populaire des Grenobloises et Grenoblois, se révoltant contre le despotisme monarchique et la crise économique. Grenoble et ses alentours constituaient une région prospère en industrie, agriculture et artisanat. Mais la population locale fut durement touchée par les mauvaises récoltes, la hausse des prix du pain et le déclin de la demande de ces produits tels que les gants. Remontons un tout petit peu dans l'histoire. Depuis son avènement en 1774, le roi Louis XVI faisait face à une crise financière de plus en plus grave, notamment en raison du soutien de la France aux Américains dans leur révolution, notre révolution, et d'un mauvais système d'emprunt et d'imposition qui taxait bien sûr le tiers-État, tout en protégeant le premier et le second État par des privilèges d'immunité. À plusieurs reprises, les ministres de Louis XVI tentèrent de mettre en place des réformes fiscales. Celles-ci, formulées dans des édits royaux devant être enregistrés par les parlements, impliquaient une consolidation des pouvoirs royaux au détriment des magistrats parlementaires de province et des augmentations d'impôts qui auraient touché les privilégiés. Le 9 mai 1788, le duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant général et commandant en chef du Dauphiné, présenta ses édits royaux au Parlement du Dauphiné qui, dans un geste frondeur, refusa de les enregistrer. 2 jours plus tard, le duc revint avec des troupes et força les parlementaires à enregistrer les édits. Le 12 mai, le corps consulaire de la ville se réunit en séance exceptionnelle pour condamner ce coup de force et, le 20 mai, les membres du Parlement et les consuls rédigèrent un arrêt déclarant illégales les mesures prises contre le Parlement. Le 7 juin, le 7 juin, le contrôleur général des finances du roi, Loménie de Brienne, envoya les lettres de cachet pour exiler de Grenoble les parlementaires dauphinois sur leurs terres. Les troupes arrivèrent et les Grenobloises et Grenoblois sonnèrent le tocsin. Fermant leurs magasins et boutiques, les habitants et habitantes s'organisèrent en groupes de plusieurs centaines, s'armèrent de bâtons, de pierres et de haches pour confronter les troupes du roi, tandis que d'autres montaient sur les toits pour jeter des tuiles et divers objets sur les soldats. Les gens de la campagne arrivèrent pour se rejoindre aux révoltés de la ville, et tous ensemble, ils s'emparèrent de la ville et empêchèrent le départ forcé des parlementaires. Victorieux, ils demandèrent les clés du Parlement, réinstallèrent les parlementaires en les couvrant de fleurs et sonnèrent les carillons triomphants. La ville ne fut apaisée qu'à la date du 14 juillet 1788, un an avant la prise de la Bastille. Pourquoi doit-on voir l'histoire de la journée des Tuiles comme une histoire interconnectée ? Parce que les effets de la journée des Tuiles furent d'une importance locale, nationale et impériale. Localement, suite aux émeutes, les États généraux du Dauphiné se réunirent le 21 juin au château de Visil, qui abrite maintenant le musée de la Révolution française, un très beau musée qu'il faut visiter et dont le directeur, notre cher directeur, Alain Chevalier, est ici présent. Ce groupe de notables des 3 États adopta, entre autres, 3 résolutions très importantes. 1. Convoquer les États généraux du royaume. 2. Refuser les édits et impositions qu'ils n'approuvaient pas. Et 3. Appeler à l'abolition des lettres de cachet qui permettaient les arrestations et emprisonnements sommaires. Louis XVI fut obligé de répondre et, comme nous le savons, les États généraux du royaume se réunirent le 1er mai 1789. Les Grenobloises et Grenoblois avaient défendu leur vision de la justice et fait entendre leurs doléances aux parlementaires, aux notables des 3 États du Dauphiné, ainsi qu'au roi
et qu'à ses ministres. Les Grenobloises, en particulier, ont donné l'exemple aux femmes de la Révolution qui suivirent. Celles qui ont rédigé les cahiers de doléances, celles qui ont entrepris la grande marche de Paris à Versailles en octobre 1789, celles qui sont devenues des femmes sans culottes et qui ont déclaré les droits de la femme et de la citoyenne, et celles qui se sont armées en femmes soldats pour défendre la patrie en danger. Les industries de Grenoble et de la Journée des Tuiles, ainsi que ses suites, étaient d'une grande importance non seulement pour les sujets du roi en France métropolitaine, mais aussi dans les colonies, où les frustrations économiques et politiques contre un pouvoir monarchique trop absolu foisonnaient. En 1788, les affiches américaines, principal journal de Haïti, colonial nommé Saint-Domingue à l'époque, île qui produisit à elle seule aux alentours de 2/5 du sucre mondial, mentionnait Grenoble et ses nouvelles. Tout d'abord, il semble que les colons à Saint-Domingue étaient avides d'un produit grenoblois, non pas les gants, mais le ratafia, une liqueur à la cerise produite à Grenoble par Mathieu Tesser depuis 1720. Mais le journal relatait aussi les événements autour de la journée des Tuiles avec un délai de 3 mois à cause de la distance. Je n'ai pas le temps ici de faire une lecture de tous les numéros dans lesquels les faits autour de la journée des Tuiles furent racontés. Nous pouvons constater plusieurs choses en prenant l'exemple du premier article sur le sujet publié le 20 septembre 1788. Tout d'abord, nous notons les mandats royaux, administratifs et policiers concernant les travaux publics et privés payés par les habitants de Saint-Domingue avec la menace que nous allons travailler à connaître les récalcitrants. Vous voyez ici ces mandats. Le colon lecteur typique aurait été irrité par ces demandes importunes suivies de menaces. Quant au récit concernant les événements à Grenoble, extrait du journal La Mercure de France, nous observons qu'il n'y a aucune mention élogieuse des actions des habitantes et habitants de la ville et de la région, mais plutôt une louange de Clermont-Tonnerre et des troupes. Donc Clermont-Tonnerre et les troupes. Quel scepticisme cela aurait-il suscité chez les colons, sachant leur contrariété et leur résistance habituelle contre l'autorité royale? Comment aurait-il perçu le reportage des mobilisations politiques locales en Dauphiné suite à la journée des Tuiles, surtout en voyant que les notables d'autres régions, ici la Bretagne, désiraient savoir avec impatience comment cette lutte allait se terminer et si les privilèges seraient assurés contre le pouvoir central. Avant de revenir au thème de la résistance dans les colonies des Caraïbes, tout en changeant de perspective vers la question de l'esclavage, je voudrais aborder mon deuxième sujet, la création de l'archive et de l'historiographie du matrimoine. Selon le théoricien haïtien Michel Rolf Trouillot, dans une œuvre magistrale, il nous apprend à réfléchir aux manifestations du pouvoir dans la production de l'histoire et à reconnaître les moments où le passé peut être oublié. Donc, il nous donne 4 moments. Donc, depuis sa création à la conservation des sources, puis leur réception, organisation et conservation dans les archives, jusqu'au moment où l'historien accède aux sources pour en faire un récit, et enfin l'interprétation de l'œuvre historique par les individus et les publics. Ces idées de Trouillot peuvent nous aider à réfléchir à la question des femmes révolutionnaires. Je rappelle que l'agentivité des révoltés de Grenoble, et vous les voyez ici soulignées, donc l'agentivité des femmes révoltées de Grenoble ne fut pas mentionnée dans l'article des affiches que je vous ai montré. Est-ce parce qu'il n'y avait pas de preuves, de sources, ou est-ce que l'historien ou journaliste avait décidé d'omettre ces faits dans son récit? Il s'avère que c'est ce dernier. Et malheureusement, cette lacune dans les récits concernant les actions des Grenobloises lors de la journée des Tuiles persista jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ce n'est que pendant la Troisième République,
en 1889, lors des célébrations du centenaire de la Révolution française, que la question de l'histoire des femmes pendant la Révolution fut mise en avant. Cet été-là, 2 conférences sur les droits des femmes furent organisées en France et les présentatrices et présentateurs des 2 conférences firent référence à l'échec des républicains de 1789 et de ceux de 1889 à satisfaire la promesse de la liberté et d'égalité pour les femmes citoyennes. Maria de Rem, militante chevronnée et estimée pour les droits des femmes, qui organisa l'une des 2 conférences, remarqua que lors de la Révolution de 1789, la moitié de l'humanité, elle a dit, fut exclue du processus général de libération. Elle expliqua que les arguments de Jean-Jacques Rousseau sur la soumission de la femme triomphèrent clairement sur les idées plus égalitaires de Mirabeau et de Condorcet. En 1889, il était impardonnable que ces inégalités persistent. La conférence de Derrem avec Léon Richer, le Congrès français international du droit des femmes, la plus radicale des 2 conférences organisées, fut organisée en 4 sections avec plusieurs présentations. L'histoire, l'économie, la morale et la législation. Pour l'histoire, le sujet général annoncé fut de l'influence des femmes et leur action sur la marche et le développement des sociétés humaines. L'objectif fut de rendre un juste hommage à nos mères qui, au siècle dernier, eurent le courage de prendre l'initiative de nos légitimes revendications. Malheureusement, cette section historique du Congrès était peu développée à cause du manque d'une archive et d'une historiographie pour l'histoire des femmes. Léon Giraud parla de Charlotte Corday et de Madame de Staël. Clémence Royer évoqua les femmes soldats en général et appela les femmes à faire des recherches historiques sur leur propre histoire. Les chercheuses et les chercheurs ont répondu à cet appel. Il a fallu attendre peu, le début des années 1890, pour que la création d'une archive et d'une historiographie de l'histoire des femmes commence, au moment où Alphonse Hollard devint le premier professeur et titulaire de la chaire d'histoire de la Révolution française à la Sorbonne, poste occupé actuellement par notre cher et très estimé collègue Pierre Cernat, ici présent. L'étudiant d'Hollard, Albert Mathieu, promulgua également la poursuite de ses recherches. Dès la fin des années 1890, une longue liste d'œuvres scientifiques sur les femmes et la Révolution française parut, dont je vous montre seulement une petite partie. Les femmes dauphinoises, et surtout celles de Grenoble, sont à la tête des œuvres comme celle-ci par Adrien Lasserre, La participation collective des femmes à la Révolution française, les antécédents du féminisme. Lasserre affirme que, et voilà, vous voyez ici les femmes dauphinoises, c'est tout le début du livre. Donc, Lasserre affirme que l'histoire doit proclamer bien haut que les femmes de Grenoble ont été des initiatrices, qu'elles ont frappé les premiers coups, d'où jaillirent les premières étincelles de la liberté, et que ces femmes méritent donc d'être saluées par l'histoire. Elles furent les intrépides devancières des Parisiennes qui iront plus tard à Versailles prendre le roi pour le conduire à Paris. Depuis la fin du XIXe siècle, nous voyons que les processus scientifiques et mémoriels visant à rendre hommage à nos mères et au matrimoine se déroulent. Et pourtant, des silences persistent, effaçant l'existence et l'agentivité de certaines de nos mères et de certains matrimoines. J'apprécie la sélection de l'image de notre colloque et le grand honneur d'ouvrir nos échanges avec le sujet des femmes révolutionnaires en métropole et en colonie. En passant à la dernière section de mes remarques, je vous pose des questions. Comment l'archive de la Révolution et des femmes révolutionnaires de la France métropolitaine se lie-t-elle avec l'archive de la Révolution et des femmes révolutionnaires africaines, afrodescendantes et autres résidant en France outre-mer? Comment penser ensemble ces deux groupes si divers? Peut-on, devrait-on?
Il s'agit d'une question complexe, parce que les femmes les plus révolutionnaires dans le contexte colonial furent celles qui n'étaient ni citoyennes ni sujets, mais esclaves. Structurellement, au plan politique, économique, social et culturel, nous ne pouvons pas comparer une femme africaine ou créole esclave en colonie avec une femme française, blanche et libre en métropole. Et pourtant, je voudrais proposer une perspective qui unit ces femmes de part et d'autre de l'Atlantique, l'idée de la résistance avant la Révolution. Depuis longtemps, une question centrale dans l'historiographie de la Révolution haïtienne est de savoir pourquoi la Révolution a eu lieu en 1791. Est-ce que cela s'explique par le débarquement aux colonies des idées et récits de faits révolutionnaires métropolitains? Ou est-ce que les gens réduits en esclavage et leur révolution en Haïti avaient leur propre ontologie et chronologie? Selon le cas, dans cette histoire très complexe, les deux sont possibles. Ce qui est sûr, et là où nous sommes arrivés dans l'historiographie actuelle, c'est la reconnaissance que les gens vivant sous le joug de l'esclavage à Saint-Domingue, en Guadeloupe, en Martinique et dans d'autres lieux coloniaux avaient une longue et forte expérience de résistance contre l'oppression. Tandis que Michel Foucault avait tiré la conclusion erronée que les esclaves n'avaient pas la capacité de résister et donc qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme étant sujets au régime disciplinaire et biopolitique, lors des dernières années, les historiennes et historiens ont soutenu que la résistance ne fut pas seulement possible, mais constante. Vincent Brown de l'université Harvard décrit l'esclavage comme une guerre perpétuelle pour celles et ceux qui furent mis en chaîne et que les révoltes comme celle de Taki en Jamaïque entre 1760 et 1761 ne doivent pas être comprises comme étant des insurrections momentanées. Ces luttes représentaient plutôt des batailles dans une longue guerre pour la liberté. John Garrigus, dans une œuvre parue chez Harvard il y a quelques mois, fait une micro-histoire du nord d'Haïti colonial pour démontrer les efforts de résistance individuelle et surtout coordonnés des gens réduits en esclavage. Les femmes afrodescendantes, esclaves et libres, ont joué des rôles principaux dans ces résistances. Certaines, comme Lisette, femme noire esclave devenue libre en 1762, ont engagé la voie juridique. En février-mars 1774, elle acheta la liberté de son fils Kangal, au prix énorme de 3 000 livres. Elle paya 1 800 livres en espèces d'or et d'argent et les autres 1 200 en bétail, en forme de 2 mules. Mais malgré cela, son fils fut emprisonné et remis en esclavage à la plantation de Parois en 1776 à cause d'une fausse accusation d'empoisonnement. Lisette a courageusement embauché un avocat et poursuivi plusieurs procès auprès des tribunaux locaux pour libérer de nouveau Kangal. Elle a gagné en février 1779, mais à la fin, Versailles s'est impliqué pour renverser la décision des autorités coloniales au Cap. D'autres femmes ont déployé de multiples formes de violence, l'empoisonnement ou la stupéfaction médicinale de leur maître ou du bétail, sachant que la plupart du temps, les infirmités furent provoquées par des épidémies et non pas par le poison. L'histoire de l'empoisonnement est très complexe et c'est souvent une accusation fausse. Certaines femmes ont perpétré l'infanticide de leur nouveau-né pour empêcher leur entrée dans la vie d'esclave, tandis que d'autres ont adopté la violence martiale, comme princesse améthyste qui servit à la tête d'une troupe de femmes soi-disant amazones à Cap-Français pendant la Révolution haïtienne. Tout comme les Grenobloises lors de la Journée des Tuiles, femmes qui avaient sûrement aussi tout un répertoire de formes de résistance en tant que femmes et ouvrières sous le patriarcat de l'Ancien Régime, les femmes afrodescendantes aux îles et colonies ont poursuivi l'action militaire comme apothéose et expression nécessaire de résistance contre la tyrannie. Les Grenobloises de la Journée des Tuiles sont les ancêtres des citoyennes et citoyens actuels de cette commune et d'autres en France. Les femmes, comme Lisette et princesse améthyste,
dans les colonies françaises sont également les ancêtres des Françaises et Français d'aujourd'hui. Comme les femmes de Grenoble, et en reprenant la serre, elles ont aussi été des initiatrices qui ont frappé les premiers coups d'où jaillirent les premières étincelles de liberté. Et si on reprend le thème du Congrès international de la femme en 1889, ne compte-t-elle pas dans le sujet de l'influence des femmes et de leur action sur la marche et le développement des sociétés humaines? N'ont-elles pas toutes participé à construire la France telle qu'elle est? Ne devrait-on pas rendre un juste hommage aussi à ces mères qui ont eu le courage de prendre l'initiative de nos légitimes revendications? Selon moi, la réponse est oui, sans équivoque. Je conclus donc mes remarques en vous remerciant et en remerciant toutes nos mères, passées, présentes et futures, à notre liberté, libérez-nous, à notre matrimoine dans sa totalité, aujourd'hui comme pour demain. Merci.